Ok, ça marche. Bon, bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette super session de Jérôme sur Deployer, une alternative à MDT créée par Toupin Software. Donc là, on est sur la 14e session du Workplace Ninja France, session en ligne. On a repris un peu les choses en main. Ça faisait quelques mois qu'on n'avait rien fait. Si vous avez des choses à partager, vous voulez présenter des sessions en ligne, c'est toujours sur ce format-là, à midi en ligne. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez soumettre quelque chose. Et la session présentée ici sera disponible ensuite dans la journée sur YouTube. Je mettrai dans l'après-midi sur notre chaîne YouTube et je partagerai le lien sur LinkedIn. Bon, Jérôme, je te laisse la main. Bonne session à Allez, c'est tous. parti. Ouais. Allez, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est là pour découvrir quelles solutions alternatives aujourd'hui pour déployer R. Donc il existe une solution donc, qui s'appelle Deploy R, donc alternative à WS et NDT, de la société donc Toupin Software, comme nous l'a présenté Damien. Donc on va faire un petit point déjà sur qui je suis. Donc moi, je suis professeur d'informatique. J'interviens en BTS SEO et en école d'ingé. Je suis aussi, on va dire, consultant IT, auteur chez les éditions ENI depuis plus de 13 ans. Et eh bien, aujourd'hui, on va parler PowerShell, pas forcément de virtualisation, mais de déploiement de systèmes d'exploitation, notamment avec cette nouvelle solution. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit état des lieux de quelle est la suite logicielle que nous présente Toupin Software pour répondre justement à ce besoin de déployer nos OS comme on le connaît actuellement, c'est-à-dire aussi bien avec MDT aujourd'hui ou avec SCCM. Euh, donc, vous verrez que les personnes qui utilisent ces solutions aujourd'hui ne seront pas dépaysées sur l'utilisation de ces solutions. Alors, au niveau de la partie logicielle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, eh bien, en fait, il y a 4 grands blocs donc de la suite logicielle de Toupin Software qui va s'inscrire dans cette partie déploiement. On a une partie donc monitor avec Stifler et CacheR. Donc, on verra après quels vont être leurs rôles. Au niveau de la solution, pour démarrer sur le réseau, on a une solution PXE, donc tout le monde connaît je pense et j'espère la technologie PXE. Ici, on est sur de l'IPXE, autrement dit, c'est un peu étendu, et notamment la prise en compte de d'autres méthodes de démarrage. Notamment, on peut démarrer sur du SAN, on peut démarrer sur de l'HTTP, de l'HTTPS et autres. Donc, avec la solution IPXE Anywhere de Toupin Software, eh bien, on va pouvoir, nous, utiliser l'HTTP et l'HTTPS tout au long du déploiement. Au niveau donc du déploiement, eh bien, on a Deployer et l'OSD Toolkit. Alors, l'OSD Toolkit, c'est un produit qui est gratuit aussi chez Toupin Software, qui permettait donc d'utiliser branche cache, on en reparlera un petit peu plus tard, lors de nos déploiements, donc aussi bien sous MDT que sous SCCM. Et donc, en fait, quand on va faire du deploy R, eh bien, en fait, on va se passer d'OSD Toolkit puisque branche cache va être nativement présent dans deploy R. Et enfin, pour tout ce qui est donc management, transfert et contrôle, eh bien là, on a une suite logicielle, donc Stifler, CacheR, RemoteR et MOM. Donc, grosso modo, quels sont leurs rôles? Leurs rôles, ce sont les suivants. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec Monitor, c'est qu'est-ce qui se passe réellement sur mon réseau, donc avec Stifler. IPXE Anywhere, eh bien, lui, on va être en mesure de déployer n'importe où et cela de manière sécurisée. Donc, sur IPXE, on va pouvoir mettre de l'authentification, on va pouvoir mettre réellement ce qu'on souhaite. Et donc, ça, c'est assez fort et assez puissant. C'est une solution qui est, on le verra plus tard, puisqu'on a 2 versions de déployer, donc on verra plus tard l'implémentation qui est mise en place. Et en fonction de ça, on a des fonctionnalités disponibles ou non disponibles. Au niveau de déployer, lui, il va nous permettre de déployer plusieurs systèmes d'exploitation, cross-platform bien sûr, et c'est donc la solution de déploiement. Au niveau maintenant de tout ce qui va être management, transfert et contrôle, en fait, Stifler va nous permettre de contrôler réellement ce qui se passe.
Donc en fait, Stifler, il nous permet de monitorer et de contrôler ce qui se passe. Stifler, on va y revenir, on va dire que c'est un prérequis à l'installation de déployer. Donc si vous voulez, il nous faut impérativement un serveur Stifler R pour installer déployer. Donc l'installation de déployer, elle n'est pas si compliquée que ça, mais en fait, il y a énormément de prérequis. Donc les prérequis sont les suivants. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? On a dit qu'il nous fallait une installation du serveur Stifler. Donc il va falloir qu'on installe Stifler et qu'on installe donc toutes ces choses-là. Ça nécessite quoi? Ça nécessite le framework, ça nécessite 2IS, des règles et des certificats. Puisque tout notre déploiement va être basé sur du certificat. Alors, dans mon cas, auto-signé, puisque je suis sur un POC, je suis sur un lab, mais sur un certificat d'une autorité de certification, donc qui peut être reconnu ou auto-signé, peu importe. Dans mon cas, elle est auto-signée, mais il va falloir gérer cette phase-là parce que tous nos déploiements vont se faire sur de l'HTTPS et donc garantir l'intégrité de nos déploiements. Donc, Deploy R est en version 1. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a besoin réellement pour fonctionner? Il a besoin d'un serveur SQL Express. Donc, la version Express suffit amplement, hein, puisqu'en fait, elle va simplement stocker un certain nombre d'informations dedans, notamment toutes les métadatas et tout ce qui va être progression du déploiement. Donc, chose qu'on verra tout à l'heure quand on fera le déploiement de nos machines. Ensuite, on a donc forcément branche cache. Donc, on y reviendra un petit peu sur branche cache, sur comment ça fonctionne et surtout à quoi cela va nous permettre de faire et d'économiser. Il nous faut le framework, donc le .NET en version 8, les runtime, bien sûr, l'ASP.NET, puisque on travaille exclusivement en PowerShell Core. Donc en PowerShell en version 7.4. Donc aujourd'hui, exclusivement la 7.4. Il est fortement déconseillé pour le moment de passer sur du PowerShell 7.5. Voilà. Donc sur tous les déploiements, le prérequis, c'est du 7.4. Ensuite, si on veut faire du déploiement, il nous faut forcément l'ADK, hein. Donc l'ADK et les composants WinPE. Donc il va falloir qu'on installe les deux. Aujourd'hui, il est recommandé de rester sur celui du 24H2. Donc avec le 24H2, on arrive à déployer largement du 25H2, puisqu'ils sont quasiment sous la même base. Et alors pourquoi en fait ils ne sont pas passés sur le nouveau ADK? C'est qu'en fait, on a eu des soucis avec l'intégration des drivers avec le nouvel ADK. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est resté sur le 24H2. Ça ne serait peut-être tardé, peut-être une autre version viendra nous aider à régler tout ça. Au niveau des certificats, donc il nous faut un certificat pour sécuriser toutes les communications, donc TLS et SSL. Je le disais tout à l'heure, Deployer est capable de délivrer et de faire l'installation de machines Linux, notamment de machines Google aussi. Et donc, pour cela, il va falloir installer WSL sur nos serveurs. Et avec un certain nombre de scripts, on va être en mesure de pouvoir déployer des machines Linux sur nos environnements. Qui dit installation de déployer? Alors, ils ont fait un grand boulot, sincèrement. Donc c'est Mike Terrill et Gary Block, donc deux MVP, deux ingénieurs chez Tupin Software, qui ont réalisé ces vidéos d'installation et de configuration de déployer. Sincèrement, si vous les suivez en pas à pas, c'est du bonheur et vous allez voir que vous ne pouvez pas louper votre installation de déployer. Sachant que je ne dis pas que c'est difficile, mais il faut qu'elle soit quand même assez rigoureuse, c'est-à-dire qu'il faut bien faire les étapes dans l'ordre pour pas se perdre et pour pas être embêté par la suite. Donc, moi, comment j'ai monté mon labo? Pour monter mon labo, j'ai utilisé une solution qui est propre à moi.
enfin pas proprement, mais que j'aime bien et que j'apprécie, qui est Automated Lab. Donc Automated Lab, c'est quoi le principe? Je voulais schématiser grosso modo. Donc le principe, c'est on n'utilise déjà que des OS en anglais. Donc ça, c'est déjà une chose qui est assez courante pour tout le monde, je l'espère. Dessus, il va nous créer des bases. Alors qu'est-ce qu'une base? En fait, c'est une installation d'un OS sans modification. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été démarré. Et quand on le démarre, on va arriver en phase OOBE. Autrement dit, notre système, il est vierge de tout identifiant. Et avec Automated Lab, eh bien, on a la capacité de pouvoir provisionner des machines différentielles par rapport à ces machines de base. Donc certes, on perd un peu en performance, mais c'est pas non plus fondamental. L'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir monter des labs assez rapidement, les supprimer ou autre. Donc voilà le lab que moi j'ai monté. Donc le lab, c'est le suivant. Autrement dit, j'ai un contrôleur de domaine sous Windows Server 2025 en desktop expérience. J'ai une gateway en 2022 et j'ai mon serveur de déploiement, mon Toupint IPXE01 qui est mon serveur où j'ai mis 4 vCPU et j'ai mis 10 Go de RAM. Alors les Go de RAM, j'en ai mis un peu trop, hein, mais c'est pas grave. J'aurais très bien pu tourner avec 8, c'est largement suffisant. Et donc voilà tout ce qui est monté sur mes machines. Alors, comment cela est arrivé? Donc je vous montre brièvement, sachant que je mettrai à disposition euh, le script PowerShell hein, sur lequel j'ai utilisé pour monter mon labo. Donc, le voici. Donc, grosso modo, là, c'est du PowerShell pur. Donc, j'utilise mon labo avec le moteur de virtualisation qui est Hyper-V dans mon cas. Je détermine mes informations, mes mots de passe de mes machines. Je crée mon réseau et ainsi de suite. Et donc, avec ces simples lignes, on va dire jusque-là, voilà, jusqu'à la ligne 68, ça me crée mes 3 machines que vous venez de voir. Voilà. Autrement dit, ces 3 machines, eh bien, elles sont provisionnées sur mon environnement. Et derrière, eh bien, moi, je vais exécuter un certain nombre d'opérations qui vont me permettre d'installer les prérequis assez facilement dans l'environnement Hyper-V. Puisque Automated Lab nous permet notamment de pouvoir envoyer des commandes depuis notre envie de PowerShell dans la machine avec du PowerShell direct du moment où on a un Hyper-V. Sachant qu'avec avec Automated Lab, on peut aussi déployer dans Azure. Hein, on peut déployer dans Azure, dans votre Hyper-V local, ou déployer même sur du VMware, je crois que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, post-déploiement, voilà, je me crée un user, hein, pas de souci. Et derrière, eh bien, je vais juste ça, voilà. Derrière, je vais tout simplement. Alors non, je ne sais pas un redémarrage, je vais juste installer ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai un redémarrage. Donc ici, je vais simplement installer des solutions, enfin les prérequis de mes machines. Donc notamment, on les a cités tout à l'heure. Hein, donc ici, Toupin Software a fourni des scripts d'installation sur leur dépôt qui permet d'installer automatiquement les prérequis. Donc ici, donc moi ici, en fait, j'invoque une commande distante sur mes machines. Et ici, voilà, je me connecte et j'installe PowerShell 7, mes runtime, mes Windows Features. Il faut redémarrer, donc je redémarre. Et derrière, j'installe toute la suite, donc mon ADK, mon WinPE, mon Redist, mon SQL et mon SMS. Voilà. Donc là, j'ai techniquement, on va dire, je suis techniquement arrivé à avoir mon labo prêt à accueillir Deployer. Donc maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est la chose suivante, c'est quelles vont être les fonctionnalités que Deployer prend en charge aujourd'hui. Donc Deployer, quelles sont les fonctionnalités? Déjà, il a une prise étendue de beaucoup de systèmes d'exploitation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déployer du Windows 10, du Windows 11, du Windows Server, du 2025, du Chrome Flex et des solutions de type ARM. Donc ça, c'est quand même déjà pas mal. Pouvoir
pouvoir faire de la prise en charge sur des machines en ARM. Au niveau de la création d'images, on va pouvoir, comme MDT, comme SCCM, on va pouvoir créer nos images de démarrage personnalisées. Et une des choses qui est plutôt intéressante dans ce cas-là, c'est qu'on va avoir la capacité, au moment du déploiement, de pouvoir choisir la source de nos images en tant qu'image WIM. C'est-à-dire que je vais très bien pouvoir utiliser mes images qui proviennent de chez Microsoft, que j'ai téléchargées, qui proviennent de mon serveur Deploy Air, ou provenir directement des sources de Microsoft. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Autrement dit, on va pouvoir prendre nos images soit depuis notre Deploy Air, soit depuis le cloud. Au niveau de la gestion des pilotes, donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a différents modes. Donc soit on est en ajout des packs de pilotes, et dans ce cas-là, on se retrouve dans quasiment la même gestion que nos admins sous SCCM et sous MDT, où on va avoir le profil, enfin le modèle et le constructeur. Donc on va mettre nos deux paramètres et ainsi de suite. Notre déployeur va venir récupérer le pack de pilotes nécessaire pour réaliser cette installation. Cette sélection, elle se fait automatiquement par déployeur du moment où on a renseigné les bonnes informations. Et on a aussi la possibilité d'effectuer et d'avoir un téléchargement automatique, donc pour du HP, du Lenovo, du Microsoft, du VMware, si on est dans de la machine virtuelle ou autre. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien ne pas vouloir s'occuper des packs de pilotes et mettre les pilotes qui sont disponibles par les équipementiers. La seule différence, c'est que il faut que les équipementiers les aient publiés sur le site de Microsoft, donc sur Windows Update. Au niveau du séquençage de tâches, on a un moteur moderne, hein, donc une interface familière avec MDT et Config Manager. On est sur du PowerShell 7 natif. Et par défaut, on n'a plus de 30 étapes qui sont intégrées à notre environnement déployeur. Au niveau des supports des applications, une chose qui est intéressante, déjà, c'est qu'on supporte le format Intune. Donc, si vous êtes familier, si vous avez déjà un tenant, si vous avez ces choses-là, on va pouvoir redéployer ces images Intune et créer, par exemple, une image personnalisée. De la même manière, tous les autres installateurs d'applications sont supportés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du Winget, on va pouvoir faire du chocolaté, on va pouvoir faire ces choses-là assez facilement. Deployer nous fournit des modèles qui sont prêts à l'emploi. Donc, prêts à l'emploi, ça veut dire qu'on va être en mesure de décider, comme je disais tout à l'heure, la source de nos images, déploiement d'images, soit cloud, soit local. De la même manière, on va pouvoir faire du build and capture, comme on le faisait sous MDT ou autre. Et une chose intéressante, si cette fois on est sur un schéma hybride, eh bien, on va être dans la mesure de pouvoir faire de la préparation à autopilote. Donc, autopilote, on supporte la version 1 et la version 2. Au niveau de la plateforme moderne, alors pourquoi moderne? Parce que déjà, on est sur une interface web, HTTP, HTTPS, et le support branche cache. Et une des nouveautés, c'est en images, on utilise des images WIM. Alors pourquoi des images WIM? Tout simplement parce qu'en fait, l'image WIM est très appropriée et très utile pour faire du branche cache. Ça veut dire que chaque fois qu'on va ajouter un composant au sein de notre environnement de deploy Air, eh bien, on va se retrouver avec un fichier WIM qui va être créé et qui sera téléchargé au moment de l'installation. Et ça, c'est super avantageux, notamment pourquoi? Notamment pour les packs de drivers. Hein, quand on va télécharger notre pack de drivers Dell, on ne va pas avoir qu'un seul fichier, on va peut-être en avoir 300, 400, parce que c'est des fichiers INF qui sont de petite taille. Et ça, le téléchargement, c'est horriblement long. Donc du coup, le fait de le télécharger en une seule fois, de le décompresser en local, et ensuite de faire l'installation de ces objets, c'est quand même beaucoup plus rapide.
Donc, tous nos objets sont contenus dans des objets qui seront compressés au format WIM. Hébergement donc sur site ou dans le cloud. Ça aussi, c'est un avantage, c'est que notre déployeur, il peut très bien être sur site comme être sur votre prestataire de cloud préféré, que ce soit Azure, que ce soit Amazon ou autre, peu importe. Mais on va pouvoir mettre nos serveurs où on le souhaite. Sécurité et identité. Eh bien là, l'avantage, c'est qu'on va avoir la possibilité d'implémenter de la sécurité au niveau authentification Entra. Donc Entra ID, on va pouvoir faire ou ajouter un passcode sur notre environnement de déploiement. Et autrement dit, au moment où on va vouloir lancer la séquence de tâches, il faudra qu'on rentre un mot de passe ou authentifier la séquence auprès d'Entra ID pour qu'elle s'exécute. De la même manière, on a la possibilité de faire de la jonction, et cette fois hors ligne du domaine. Et possibilité de faire de l'enregistrement massif Entra ID et effectuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, du l'autopilote en V1 ou en V2. Pour en terminer sur la partie deploy R, on va s'arrêter là sur tout ce qui est fonctionnalité. On va avoir donc supervision. Donc, qu'est-ce qu'on peut superviser? On peut superviser en temps réel à travers le dashboard de Stifler tout ce qui va être déploiement. Et une chose importante pour nous, anciens, on va dire, dans le déploiement au niveau format des journaux, c'est que nos journaux sont au même format que CMTrace. Autrement dit, on va pouvoir les lire avec cet outil, et donc c'est quand même assez appréciable de ne pas avoir un nouvel outil pour interpréter les logs et ainsi de suite. De la même manière, on va avoir la possibilité donc de créer des modèles, des étapes et des scripts personnalisés. Et on va être en mesure de pouvoir personnaliser l'interface utilisateur au cours du déploiement. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, eh bien, on va faire un tour sur les deux versions, puisque Deploy R, on a deux grandes versions. La première version, donc, c'est la version entreprise. Donc cette version entreprise, qu'est-ce qu'elle contient? Vous voyez, elle contient ici l'intégralité des produits que l'on a énoncé tout à l'heure. Et on a une version community. Donc aujourd'hui, cette démo, elle porte sur la version entreprise. Je pense que la version community devrait sortir normalement courant mai, lors de l'événement dans le Minnesota où il y a une conférence. Et donc, elle devrait être disponible à ce moment-là. Donc, quelles sont grosso modo les grandes différences entre ces deux solutions? Alors, elles sont quand même assez nombreuses. Une chose, par contre, où Toupin Software a été plutôt intelligent, je trouve, c'est que avec la version Deployer Community, ils offrent, entre guillemets, parce que si, c'est la version Community, ils nous donnent la possibilité d'avoir une solution, donc le Toupix Server, qui va nous permettre de déployer sur de l'IPXE, alors sans les fonctionnalités de IPXE Anywhere, autrement dit authentification, branche cache et autres, mais peu importe, au moins ce serveur PXE Server qui, lui, vous permet de faire du démarrage avec le Secure Boot d'activer. Chose qui aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de solutions de déploiement qui supportent la chaîne complète du déploiement sécurisé. Donc, alors pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont fait signer leur image de démarrage, les fichiers de démarrage qui vont permettre d'assurer l'intégrité du démarrage sur le Secure Boot. Donc, je pense que la Deployer Community, qu'est-ce qu'elle va nous permettre? D'effectuer ce qu'on faisait il y a de ça encore quelques mois sur MDT avant que Microsoft annonce la dépréciation de MDT. On va pouvoir faire des médias en USB. On va pouvoir booter en USB, en ISO forcément, du PXE. Qu'est-ce qu'on va pouvoir déployer? Du Windows x64 et de la RM64. Pour tout ce qui est peering au niveau deployer content, peut-être pas initialement, peut-être un peu plus tard. Voilà.
Sinon, bah, tout ce qui est Remote Debugging Tools à distance, oui, mais que pendant le déploiement, donc plus après. Et voilà pour la partie Deployer Community. Donc, ce que je vous propose, je vous propose dans un premier temps une prise en main de Deployer avec une découverte de la plateforme, comment fonctionne une séquence de tâches, un pack de pilotes et des applications. Donc, pour cela, je vais me retrouver sur mon hop. Et parti où? Voilà. Donc là, je suis sur mon serveur PXE. Et donc ici, voilà. Donc là, je suis sur mon serveur Stifler, d'accord? Donc Stifler R. Et j'ai ici mon nœud, on va dire, deploy R. D'accord? Donc ça, c'est, on va dire, la première chose qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a installé l'intégralité des objets, ben, on va se retrouver avec un objet ici qui va être mon objet déploiement, et notamment deployer. Donc dans deployer, qu'est-ce qui se passe et quels sont les objets qu'on va pouvoir, avec lesquels on va pouvoir interagir et qu'on va pouvoir modifier. Donc notamment, on l'a dit tout à l'heure, on se doit d'avoir un certain nombre de choses, notamment une infrastructure, donc qui dit AD, dit aussi AD, DNS, DHCP et autres, hein. Donc je reviendrai sur l'aspect DHCP puisqu'il nous faut juste modifier, enfin il faut ajouter une option dans l'étendue pour avoir cette prise en charge de la solution TwoPint. Et donc du coup, on va commencer par le commencement, autrement dit par tout ce qui va être image de démarrage. Donc les images de démarrage, par défaut, vous voyez, on a la possibilité d'avoir du WinPE, de l'ARM, du Linux et du Linux ARM. Donc si je veux modifier un élément, tout simplement, hein, je clique dessus et je suis ici dans mon élément et ici dans la génération de mon image. Autrement dit, dans les propriétés de mon image. Donc les propriétés de mon image, quelles sont-elles? Et je dois forcément lui envoyer ce qu'on appelle le certificat root de ma machine et de mon autorité de certification qui a été mis en place puisque tout va se faire en HTTP. Donc, mon client inconnu, lui, si elle n'est pas signée et même si elle est auto-signée, je dois quand même lui donner l'information que il doit avoir ces certificats-là pour communiquer au moment de l'établissement de la connexion. Et éventuellement, je peux mettre des drivers. Donc, dans mon cas, je n'ai pas ajouté de driver. J'ai ici mon Stifler R client. Je peux ajouter une partie Windows environnement de récupération, notamment pour le Wi-Fi ou autre. Et ici, un extra content, on le verra par la suite. Ici, on a deux boutons qui sont quand même assez importants. Et il faut bien comprendre la différence entre les deux. Quand on génère notre image pour la première fois, en fait, on va d'abord récupérer depuis l'ADK WinPE le fichier boot.wim et on va en faire notre image à nous personnalisée. Donc en fait, le fait de faire regenerate image, en fait, on va régénérer les deux. C'est-à-dire qu'on va régénérer et l'image WinPE que l'on souhaite, et après cette image WinPE que l'on souhaite, elle va être personnalisée pour intégrer notre certificat, notre Stifler R et nos objets. Donc en fait, il y a deux options qui sont faites quand on clique sur Regenerate Image, alors que quand on fait Génération Image, c'est juste les modifications et on ne modifie pas forcément l'intégralité des images. Voilà. Donc ici, j'ai mon image et on voit que ici, elle a été mise dans un répertoire Content. Donc mon répertoire Content, il est là. Donc sur ma machine, j'ai ici mon deployer Content Item. Et dans Content, j'ai ici tous mes objets. Donc tous ces objets, on voit qu'ils sont classés par JUID. Donc dedans, donc tout cela, ce sont ceux qui sont nativement présents et qui sont nécessaires on va dire, à l'installation de déployer. Donc ceux-là, ils sont connus forcément. Et ceux-là, c'est ceux qui ont été créés. Donc ici, vous voyez que
j'ai 1 parce qu'on y reviendra, mais c'est la version de mes objets. Et j'ai ici mon image à l'intérieur. D'accord? Donc, ici, ce sont tous mes objets. Et si on retourne dans Boot tout à l'heure, bah, dans Boot ici, j'ai bien ici mes images qui ont été envoyées et qui vont être utilisées pour être déployées tout à l'heure par IPXE. Donc ici, mon image de démarrage. Ensuite, on a nos séquences de tâches. Alors, une séquence de tâches, qu'est-ce que c'est? Bon, enfin, je pense que maintenant vous êtes un peu au courant de tout ça. Bah, c'est un déroulement logique d'un certain nombre d'étapes qui vont nous permettre d'arriver au but qu'on s'est fixé. Autrement dit, bah, créer une machine complète, la personnaliser, la joindre au domaine, faire ci, faire ça, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, comment ça se passe? Bah, ici, on a la possibilité de venir soit en créer une complètement à la main, soit venir ajouter depuis un certain nombre de modèles. Donc, on a déjà un certain nombre de modèles de séquences de tâches qui sont présentes. Donc, notamment, voilà, Windows Bar Metal, tout Entra ID, c'est-à-dire que si j'utilise cette séquence de tâches, potentiellement, derrière, je vais enregistrer ma machine dans mon Entra ID. De la même manière, bah ici, je peux déployer du Windows Server depuis le cloud, de mon Windows client depuis le cloud. Donc, si je fais ça, par exemple, j'en ai une ici, donc Marbetal Windows depuis le cloud. Si je l'ouvre, voilà, je me retrouve ici avec mes différentes étapes. De la même manière, ben, je vais pouvoir éditer. Je vais pouvoir, ici, si je veux injecter ou si je veux ajouter un élément, je vais pouvoir revenir ici. Donc ici, c'est une séquence de tâches qui est la version 1, puisqu'on a la possibilité de faire évoluer nos séquences de tâches, donc de garder un historique. On le verra tout à l'heure, par exemple, sur un objet, par exemple, qui est ici, qui là est plus une application. Mais par exemple, j'ai fait une version de mon Stifler client, qui est ici. Et vous voyez que mon Stifler client, donc ça, c'est le client qui me permet, au moment du déploiement, de monitorer mes environnements. Ben, j'ai la possibilité de gérer les versions. Donc ici, j'ai soit la 1, soit la 2. Donc la version 1, ben, j'étais sur le client Stifler en version 2, et je sais que la version 2, ben, c'est quand je suis passé en client Stifler version 3. Et ici, j'ai l'emplacement de ma source qui correspond en fait à mon fichier MSI et mon fichier de paramétrage. Et on le voit bien que c'est bien un fichier WIM qui sera téléchargé et utilisé lors de ma séquence de tâches. Donc mes séquences de tâches, on va prendre par exemple mon Windows 25H2. Voilà. Donc on le voit ici, ben voilà. Ici, j'ai la possibilité, dans un premier temps, de définir un élément, c'est-à-dire définir que j'ai beau installer un OS depuis le cloud, on le verra tout à l'heure, qui est en anglais. Moi, je décide, moi, de mettre quand même le clavier en français, de mettre des choses qu'on mettait avant dans notre custom settings.ini ou dans notre paramètre ou dans nos variables dans SCCM. Hein. Toutes ces actions-là sont définies au moment où on lance notre séquence de tâches. J'applique ici mon OS. Donc ici, mon OS, c'est ni plus ni moins que mon Windows 11 Éducation. Et une chose importante, c'est que ici, eh bien, on a différents types de mode où on va pouvoir continuer. Alors, qu'est-ce que c'est ce mode, on va dire ce continuation mode? Eh bien, c'est le mode dans lequel votre machine va se retrouver pour réaliser les opérations. Donc, soit vous êtes sur un setup complete, et dans ce cas-là, vous rentrez dans un mode audit et vous rentrez dans le mode de personnalisation sans jamais réellement créer de compte sur votre machine. On peut très bien rentrer sur un mode, dans l'état de spécialisation, où là, on est déjà dans un mode assez particulier, où on va pouvoir exécuter des commandes de manière synchrone, et en fonction de ce qu'on veut faire, ça dépend de ce qu'on veut faire, on a certaines limitations. On peut très bien rentrer dans le mode
Autologin, qui lui vous est peut-être plus familier, c'est le mode qui est utilisé pour MDT, où on va réellement se loguer avec un compte, et dans ce cas-là, on va ouvrir une session, se connecter, et on effectuera toutes les opérations en tant que cet utilisateur. Ensuite, on a le mode OBE, où là, un OBE, on n'a pas de personnalisation et rien du tout, et en fait, on peut entrer dans un mode audit personnalisé. Donc moi, je vais rester dans mon setup template. Vous voyez qu'on peut aussi avoir des fonctionnalités intéressantes. On peut désactiver le Shift F10 au moment de la phase OBE éventuellement ou autre. Et en dessous ici, eh bien, j'ai par exemple la possibilité donc, de joindre ma machine au domaine. Donc moi, ma machine, elle s'adjointe à mon domaine au format PC avec un nombre random. Dans mon domaine toupin.lab. Et en fait, c'est mon serveur, mon AD, qui va lui donner la possibilité d'être joint hors domaine. Donc c'est un fichier qui va être généré, qui va lui être envoyé, et au redémarrage, il va joindre notre machine automatiquement. Donc en fait, il va falloir créer un petit système de délégation, et ça va nous permettre de faire du déploiement assez facilement. Ici, la possibilité, et donc ça, c'est plutôt pas mal. Gary Block a vraiment beaucoup travaillé sur la solution, et il nous fournit ici un modèle donc, ce qu'ils appellent, eux, State Definition, donc une étape qui nous permet ici notamment d'installer les apps 365. Ça veut dire que ici, par exemple, je peux très bien lui dire, voilà, quelle version je veux, dans quel channel je suis actuellement. Est-ce que je veux du vidéo, est-ce que je veux pas du vidéo, est-ce que je veux de l'access, est-ce que je veux pas de l'access, est-ce que je suis dans dans le channel mensuel, semi-annuel, ou ainsi de suite. Quelles sont les applications que je veux, le domaine, et ainsi de suite. Et ça se fait de manière automatique sur le déploiement de nos machines. Donc, comment créer un élément? Eh bien, comment créer un élément? De mémoire, j'ai téléchargé ici, voilà. Donc, j'ai téléchargé mon PowerToys. Hop. Je vais le mettre ici dans Source, Application. On va mettre mon PowerToys. Voilà, donc là, j'ai mon PowerToys d'installer. Je vais juste copier ça, voilà. Et donc, je veux créer une application. Eh bien, je vais ajouter ici mon objet. Je vais lui mettre mon PowerToys. Il me dit de quel style c'est, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un système d'opération? Est-ce que c'est une application, un driver pack ou autre? Dans mon cas, c'est une application. Je vais mettre une application de type. Alors, en fonction, si on a plusieurs fichiers ou autre, il faudra venir choisir le type, si j'upload un folder ou si j'upload un fichier. Et on a la possibilité aussi de mettre une URL. Donc ça peut être intéressant. Donc nous, ici, c'est un single file. Je l'ouvre après ma création et je le crée. Donc ici, j'ai bien mon PowerToys qui est créé. Je vais donc créer ici ma nouvelle version. Je vais mettre ma ligne de commande. Et l'installation, le paramètre silencieux pour PowerToys, c'est un quiet. Ici, on n'a pas besoin de mettre éventuellement plus d'informations que ça. On pourrait éventuellement mettre un tag, c'est-à-dire que je pourrais mettre un tag ici démo. Voilà, j'ai fait entrer, j'ai mis mon tag démo. Je fais save et j'ai ici mon élément qui est créé avec, pour l'instant, j'ai encore rien fait. Donc ici, je l'ai créé. Je vais maintenant venir uploader ici mon fichier. Donc je vais venir choisir dans ma source application PowerToy. J'ai dit que c'était mon fichier tout simple. J'ouvre mon fichier. Il me demande de l'uploader. Je l'upload. Donc là, il fait ce qu'il a besoin de faire. C'est un peu long, parce que je suis sur mon Hyper-V. Et une fois que je vais avoir fini de faire ça, eh bien, qu'est-ce qui va me rester à faire? Il va me rester tout simplement le fait, on le voit ici, ma machine, enfin mon étape, elle est en version développement. Je vais tout simplement lui dire que cette phase, elle n'est plus en développement, mais elle est active. Et de ce fait, je vais pouvoir utiliser mon application
dans ma séquence de tâches. Voilà, donc on le voit ici, j'ai mon élément qui a été ajouté, je fais un edit, je lui dis qu'il est actif, on peut même le mettre en déprécié éventuellement, il est actif, et du moment là, il est en vert. Ça veut dire que dans ma séquence de tâches, maintenant, on va prendre la 25H2, on édite notre séquence de tâches, et ici, on va tout simplement ajouter. Donc, vous voyez qu'ici, on a tout ce que l'on peut ajouter. Donc, nous, on a notre application P. On va chercher notre P. P, 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 P. Pourquoi j'ai pas mon PowerToys? CTRL F. Non. PowerToys, pourquoi je ne l'ai pas? Ah si, pardon, je vous dis une bêtise. C'est que ici, je vais installer une application. Pardon, c'est pour ça. Donc ici, j'installe une application. Donc on a un objet pour installer des applications. J'installe ici mon application. Donc elle vient ici en dernier. Et ici, forcément, je viens chercher quoi? Ben, je viens chercher mon content item, qui est mon application, ici PowerToys. Je prends ma version 1, je pourrais avoir la version 1, la version 2, et ainsi de suite. Je viens ici. Ici, je peux renommer installation, comme on le faisait sous MDT, de PowerToys. Je save. Alors, ce que je peux faire, c'est que peut-être je peux... Vous voyez, je peux faire du glisser-déposer, je peux le mettre où je veux. Il n'y a pas de souci, je vais le mettre là, je vais le mettre là, je vais le mettre là, je le mets là, peu importe. Et ça va fonctionner. D'accord? Donc, hop, on va laisser à la fin. Voilà. Il ne veut pas. Voilà. Une fois que je l'ai fini, ben, je fais mon save et j'ai maintenant ici mes applications. Alors, une chose intéressante, c'est que on parlait d'automatisation et notamment, ben, Gary Block a donné, enfin, nous donne la possibilité d'automatiser ça assez facilement euh, avec, avec tout simplement du scripting. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et je vais vous faire une brève démonstration et après on passera sur le déploiement. Eh bien, ici, tout simplement, le principe, il fait quoi? Le principe, il check le module deployment R et il va nous permettre de créer, donc avec une fonction connect pour se connecter au deploy R, de pouvoir créer une nouvelle application, de tester si cette application existe déjà ou pas, et d'uploader le contenu. Et à la suite, de pouvoir récupérer. Donc là, il a fait une démo sur 5 ou 6 logiciels, de pouvoir les scripter et de les importer automatiquement dans notre déployer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc par exemple, voilà. Donc là, je me suis connecté sur mon deploy R, de mon authentification. Il regarde s'il a des applications. A priori, est-ce qu'il va en trouver? Il ne va pas en trouver. Donc, il va me créer des packages d'applications pour Firefox, Thunderbird, Notepad++, VLC, SetZip, Paint, et ainsi de suite. Donc là, à chaque fois, il fait quoi? Il télécharge le package et il va tout simplement créer les paramètres qui vont bien dans l'application et dans notre environnement. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, on va attendre qu'il ait fini. Je suis sous Paint, OK. Donc, si jamais on avait une détection de version, enfin, si jamais on avait la même fichier avec une version précédente qui était présente, il nous aurait dit, bah, je crée non pas la version 1, mais je crée la version N+1 qui existe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, au final, ben voilà, il a créé toutes ses applications, il a téléchargé tout ça, et si je retourne ici dans mon serveur, dans mes objets, je retrouve avec les tags Frontend to PinLab toutes les applications. J'ai mon fichier Vim et j'ai ici la ligne de commande qui correspond en fonction de ce qui a été téléchargé.
Donc là, maintenant, je vous propose de passer sur une petite démonstration. Donc, euh, je vous le montre brièvement. Donc, ça, c'est mon lab. Donc, j'ai ici mes deux machines. Ça, c'est une machine que j'ai déjà déployée pour vous montrer justement euh, l'utilité de branche cache et surtout de comment ça fonctionne. D'accord? Donc, hop, je reviens là. Je récupère ma machine cliente. Hop, voilà. Donc, j'ai ma machine cliente ici et je démarre ma machine cliente. Donc, sur Hyper-V, on est obligé de désactiver le Secure Boot parce qu'en fait, c'est la gestion d'Hyper-V qui gère mal le boot PXE. D'accord? Donc, enfin, la séquence de démarrage sécurisée. Donc là, on voit ma machine démarre sur la CTPS et sur mon serveur TwoPint, IPXE. Allez, voilà. Donc là, par défaut, là, c'est une des premières authentifications qui est l'authentification par passcode qui est faite par IPXE Anywhere. Donc là, qui demande un code PIN. Donc c'est un code PIN qui est 42 par défaut, donc je ne l'ai pas modifié, mais on pourrait très bien le modifier. L'avantage de IPXE Anywhere, c'est qu'on peut créer ces menus entièrement en PowerShell, en fait. C'est que du scripting derrière. Donc c'est quand même assez souple. J'ai validé, j'ai toutes mes informations. Eh bien, il va récupérer, si tant bien que mal. Ah non, pas l'effet démo. Non, voilà. Ici. Oh non. Donc là, du moment où une machine a déjà démarré, elle est autorisée automatiquement dans IPXE Anywhere. Et vous voyez que voilà, c'est qu'elle n'a pas été autorisée en fait. Voilà. Donc là, j'ai été autorisé, j'ai mis mon 42 et vous voyez que ici, j'ai mon menu qui a été présenté. Donc ici, j'ai fait un déployeur classique, un déployeur Ninja. Donc on va prendre le Ninja. Et donc ici, on le voit, voilà, je récupère mon image depuis ici la source, donc le 6,8 c'est la source, et ici c'est le pourcentage que je récupère depuis une image, donc depuis un peers. Ça veut dire que depuis j'ai un client qui est en train de me donner aussi une partie des informations sur mon réseau. Et ça, c'est super avantageux parce que si par exemple votre serveur déploy R, il est dans le cloud, il est dans Azure. Dans Azure, tout ce que je consomme, je le paye. Donc, si ça pouvait m'éviter de payer 300 gigas de data et de pouvoir récupérer seulement les datas auprès de mes voisins, c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un qui va payer ces informations la première fois que la séquence va être donnée, et après, je vais puiser autour de mes voisins les informations, c'est quand même un peu l'utilité. Donc, ici, j'ai ma séquence de tâches. Donc là, c'est un peu lent parce que je suis dans mon environnement lab et je suis sur la même machine. Donc il y a tout qui transite en même temps. Ma machine démarre et donc là, je vais me connecter à mon environnement de déploiement. Donc là, j'ai personnalisé mon image de fond. Si maintenant... Alors, on va attendre que ça arrive. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le peering. En espérant qu'il a lieu. Ou qu'il ait lieu. Comment ça? Ah, mais je suis en anglais. Alors, hop, on passe en français ici. Voilà, donc vous voyez, ici, j'ai ma version de déployeur, et ici, il est en train d'initialiser le réseau, et je vais être dans la phase d'authentification. Donc, j'ai mis un mot de passe
pour m'authentifier. Donc, pour l'instant, j'ai accès à rien du tout. Donc, ici, on peut avoir soit du mot de passe, soit de l'Entra ID, soit rien du tout. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, le code qui va bien. Voilà. À ce moment-là, il fait le gazeur, autrement dit, il récupère les informations de notre machine. Et il fait l'inventaire matériel de l'intégralité de la machine pour se dire quelles sont les informations que j'ai sur cette machine à l'instant T. Et la récupération aussi des séquences de tâches et autres. Allez. Voilà. Donc ici, je me retrouve avec toutes mes séquences de tâches qu'on avait précédemment ici dans mon serveur. Donc nous, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est mon Windows Entreprise 25H2. Et c'est parti. C'est parti ou pas? Si, c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc ici, il exécute les étapes, je formate et autres. L'avantage, c'est qu'ici, on a la possibilité d'avoir les logs, donc de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. D'accord? On peut, dans les phases de débugage, se mettre en pause, faire du continuer. On peut aussi, ici, lancer une invite PowerShell. On peut, en fonction de l'étape dans laquelle on est, on peut, par exemple, ouvrir la base de registre. On peut faire de l'Event Viewer, mais là, l'Event Viewer, on n'est pas dans une phase qui correspond à l'Event Viewer, donc on ne peut pas l'avoir. Mais vous voyez qu'on va pouvoir avoir un certain nombre d'informations. Pour vous montrer qu'on a des choses qui sont intéressantes, c'est que généralement, ici, on fait du PowerShell, on fait du déploiement, eh bien, on va se retrouver avec quasiment les mêmes variables d'environnement qui existent dans MDT et dans SCCM. Donc, si je fais un get children item, donc un GCI de TSENV, je me retrouve ici avec l'intégralité des caractéristiques, des variables de mon déploiement. Comme on pouvait le faire sous MDT, comme on pouvait le faire sous... Donc l'avantage, c'est qu'ils ont gardé ces mêmes variables, c'est-à-dire que vos scripts qui existent, aujourd'hui, il y a déjà des scripts de migration de MDT vers Deploy R. Donc on le voit ici, je suis en train de récupérer des informations d'un cache. Eh bien en fait, si je me log sur mon client sur lequel je me suis déjà logué, alors, en français, non, je ne veux pas de Edge. Voilà. Donc là, j'ai mon client à côté. Donc on le voit ici, mon client récupère des informations depuis mon peers, il a récupéré 46%. Eh bien, en fait, on le voit ici. Donc ici, j'ai un autre client. D'accord, hein, on le voit ici, mon autre client. Et en fait, mon autre client, regardez, il va piocher dans quoi? Dans Peer Dist Repub Store. Et donc ici, ce sont toutes les pièces qui ont été identifiées par branche cache, qui ont été segmentées. Autrement dit, branche cache analyse votre contenu. On effectue un hash avec des pièces qui font 5 mégas ou 4 mégas maximum. Et si un client sur le réseau utilise branche cache et veut cette partie, eh bien, elle va vous être récupérée, non pas depuis la source, mais depuis vos clients et vos peers en local, qui va vous permettre d'avoir une bande passante quand même grandement améliorée. Et on le voit ici, puisque ici, pour l'instant, je récupère 53%, enfin, j'ai récupéré 54% des informations de ma machine qui sont ici.
Et même, chose qui est intéressante, c'est que si vous avez, et si on fait la maintenance de nos images WIM, c'est-à-dire qu'on va mettre nos pilotes à jour, ou on peut même mettre une cumulative update et autres. Notre image, elle change, on est d'accord. Mais quand on l'a déployée, on a quand même des parties qui sont communes. Donc ces parties qui sont communes, même sur une image WIM qui a été mise à jour, si on la réutilise et si un client a l'ancienne version, mais il y a quand même des parties de l'ancienne version qui seront quand même envoyées en tant que peers. Donc on va avoir encore une économie de bande passante. Voilà, donc là on le voit, hein. Là on envoie tous nos fichiers euh, à notre machine. Donc ça c'est la machine, donc c'est la même que je suis en train de déployer, hein. Et donc c'est une machine qui est jointe automatiquement à mon domaine. D'accord? Donne-moi la main, s'il te plaît. Voilà. Avec une personnalisation. Donc ici, j'ai mon petit logo TwoPint. Ma machine, si je lui fais un Windows I, euh, elle est bien sur mon Windows Éducation. Voilà. Donc elle est bien nommée PC avec un nombre random. Alors, elle n'est pas activée parce que je n'ai pas de système d'activation. Mais ma machine, elle fait partie, normalement, du domaine. Voilà. Elle fait partie du domaine twopin.lab. Donc là, les informations vont avancer et ça va avancer au fur et à mesure de toutes les étapes qui vont être amenées à être déroulées. Je disais tout à l'heure que on avait une option au niveau du DHCP qu'il fallait regarder. Eh bien, je vais vous la montrer tout de suite. C'est celle-là. Alors, j'ouvre mon DC. Je me demande juste 30 secondes. Hop, mon scope. Voilà. Pour effectuer du déploiement avec IPXE et avec la solution de Toupin Software, on est obligé d'ajouter une option qui est l'option 175, qui, elle, va permettre de dire, voilà, le point de terminaison, c'est mon serveur IPXE à l'adresse suivante, donc HTTPS, le nom de votre machine, le nom de votre domaine, enfin, autrement dit, le FQDN, 2.8050. Et donc ça vous permet. Donc si on a, pareil, hein, c'est un peu comme sous SCCM, si on avait des machines qui sont en fonction de l'architecture, même si maintenant, aujourd'hui, on est quasiment plus que sur de l'UEFI, on n'a plus trop de machines BIOS, mais ça peut encore arriver. Il nous faut donc jouer avec les options, le scope option, pour pouvoir rajouter cette option. Et ainsi, après, eh bien, je l'aurai dans ma policy. Donc là, j'ai eu un bas d'adresse tout à l'heure. Et voilà, dans ma policy, et ici, créer votre policy pour avoir mon option ici et les bons fichiers qui sont envoyés au moment du déploiement. Donc ça, c'est mon AD. Ça, c'est ma machine. Et donc, sur ce serveur, moi, qu'est-ce que j'ai réellement? Ben, en fait, j'ai ici deux serveurs, enfin, les informations. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici, dans le fichier Toupin Software, on va retrouver mon serveur PXE. Donc ici, j'ai mon serveur PXE avec donc, les informations de Toupin Software. J'ai ici le IPXE Anywhere, mon deploy R et toutes les options ici de notre Stifler serveur. Une chose qui est pas mal, c'est ça, c'est la possibilité qu'on a d'analyser ce qui se passe. Et là, par exemple, je sais que j'ai une séquence de tâches déployère qui est ici, et si je clique dessus, si je clique sur... non, pourquoi je ne l'ai plus? Non, c'est le location. Voilà. Ici, ben, je sais que en temps réel, je sais ce que fait mon client et je sais les informations que j'ai récupérées.
Donc, je sais que, par exemple, que lui, il a pris 84% du peers. Il télécharge à temps et ma machine va redémarrer et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'un point de vue monitoring, c'est-à-dire que ici, ma séquence de tâches, j'ai l'OSD, j'ai l'IP de ma machine qui m'est donnée et j'ai des informations LAN et WAN ici automatiquement. Je peux avoir les informations en temps réel ou alors lui dire bah, toutes les 3 minutes, toutes les 4 minutes, je reprends les informations sur mon dashboard. Donc là, ma machine, elle a fini de récupérer. Elle a fini de partitionner, elle a fini de récupérer. Et ben ensuite, elle va passer à l'application, au redémarrage et au déploiement et à la personnalisation de l'ensemble du système. Voilà. Vous voyez que c'est instant, hein. Alors ça, surtout ça, enfin, comment on a fait pour avoir ça? Bah, tout simplement, il faut, dans notre image de démarrage, ici, il faut avoir mis notre client Stifler R. Sans lui, en fait, on n'a pas le monitoring qui est disponible ici. Ce qui est plutôt intéressant parce que bah, comme ça, au moins, on sait ce qui se passe au niveau de notre réseau. Non, c'est pas ça que j'ai fait. Pardon. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Voilà, c'était ça. Donc là, je suis dans la phase d'application de mon OS. Si je reviens ici, donc on a vu image de démarrage, séquence de tâches, pilote, application, et j'ai enchaîné sur comment déployer avec mon déployeur et avec branche cache. Je vais vous remontrer quand même deux, trois petits trucs au niveau ici, donc au niveau de mon environnement. Donc dans Programme Data, en fait, on a ici, donc dans Toupin Software, on va se retrouver avec notre environnement ici, PXE, donc mon serveur de déploiement. En fait, mon serveur de déploiement vient chercher ici les informations de démarrage. Et c'est copié automatiquement du moment où on va faire un run. On va faire la génération d'une image. Vous voyez que dans Deploy R ici, bah, lui, il vient nous mettre la dernière image qui a été créée concernant notre image de démarrage. Donc ça, c'est automatique. Avant, on était obligé de faire générer mon image, la mettre dans PXE. Pour MDT, dans SSCM, il fallait la publier et autres. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est mon IPXE ici. Donc ça, là, on a juste les logs. Mais c'est ici, Programme File, Toupin Software, IPXE Anywhere. Et dans Scripting, ici, on va se retrouver avec donc l'authentification. Donc c'est là où on a le boot à un moment donné. Et donc dans Custom, ici, eh bien, en fait, on est dans le Deploy R, donc on est dans celui-ci. Et voilà, moi, mon menu, à quoi il correspond. Donc le menu, bah, vous voyez qu'on a des informations qui nous sont passées en PowerShell. Et derrière, comme on est sur une solution IPXE, bah, on va générer un menu à la volée en fonction de ce qu'on souhaite. De la même manière, celui qu'on a eu juste avant, c'était sur le boot et c'était sur le IPXE, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Vous voyez, ça c'est le tout premier qu'on a vu. Donc du moment où on a fait l'authentification, en fait, on va pouvoir chaîner nos menus les uns à la suite des autres et faire vraiment apparaître ce que l'on souhaite. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et voilà, ici, bah, je dis tout simplement, j'ai mon menu ici, j'ai mon déployeur Ninja, et en fait, bah, ici, je vais créer une chaîne en disant, je vais dans mon répertoire script de mon serveur, et je vais chercher le fichier deploy R, W, ou deploy R, R, en fonction si j'utilise celui-ci, ou ici, tout simplement, un boot WNPE classique. Donc, IPXE Anywhere, c'est vraiment une solution qui est quand même assez fantastique puisqu'on va pouvoir
facilement automatiser nos menus. Avec Deployer, bah, là, j'ai envie de dire, c'est du classique, c'est du simple, c'est du standard. On n'a quasiment rien besoin de toucher, mais c'est quand même assez souple comme solution pour gérer et pour effectuer nos déploiements. Donc, sincèrement, je pense que c'est une bonne alternative. Donc là, on voit encore ma machine qui évolue et qui avance euh, sur le déploiement. Je sais pas, au niveau du timing, à combien on est, Damien? Non, il aime bien, tu peux On est bien? Ok. continuer. Je sais pas si... On va peut-être passer un petit peu aux questions, parce que voilà, moi j'ai fini grosso modo de vous présenter ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui en termes de démonstration et ou d'explication. Je sais pas si vous avez des questions. Ouais, je trouvais ça intéressant. Par contre, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui seraient intéressées par une autre session sur la version Community, quand ce sera disponible, Ouais. si t'es chaud. Hmm. Ouais, ouais. Ah bah oui, non, mais il y a pas de souci. Oui. Oui, pour répondre aux questions dans le chat, oui, c'est l'équivalent de config.office.com, oui, tout à fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser Ah ici. ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Vous Bonjour m'entendez? Frédéric. Ça va? Ouais, tu me montrais avec Stifler là pour le monitoring en direct, ça c'est excellent parce que du coup tu vois exactement tout ce qui se passe. Est-ce que Ouais. vous avez aussi du reporting sur le nombre de machines qui ont été faites ou en échec et tout ça? Parce que bon là Oui, tu nous as oui, fait oui, oui, bien une sûr. Alors, démo oui, en oui. live, Alors, mais en je, live, je pense à l'équivalent, je sais pas si vous aviez, mais dans SSM avant il y avait des dashboards qui t'indiquaient le nombre de machines que tu avais fait avec telle ou telle tâche séquence ou séquence de tâches, pardon. alors, sincèrement, je pense, j'ai pas encore tout, enfin, je maîtrise pas encore tout, mais toi, regarde, ici, on a OSD statistiques. Mhm. Donc toi, à mon avis, c'est que moi, je n'ai pas dû la configurer, mais à mon avis, oui, on doit avoir grosso modo, dire la séquence de tâches Intel, elle a été succide par tel machin, celle-là, il y a eu un souci à tel endroit. Oui, je pense que oui. Il n'y a pas de raison Ok, que ça ne fonctionne pas. Toi, parce que ok, ici, on a les statistiques, mais je pense pas les avoir activées. ok. Parce que debug en live, c'est bien, ça ressemble au mode de debug de SSM. C'est ça. Enfin, historiquement, et je pense à ça parce que souvent, une fois que tu as mis en place ta solution et que je sais pas, tes techs ils vont faire l'install, ils vont pas forcément dire ah bah tiens là j'étais bloqué machin. Donc au moins tu regardes dans les stats, enfin tu regardes dans le Ouais. Dans le monitoring, et tu te tes dis, statistiques et tu regardes vaguement. Je pense que tu dois voir à l'action près où est-ce que où ça a oui, bugué, où est-ce que ça a bloqué. je pense. Oui, oui, oui. Et alors Ok. moi, ce que j'apprécie aussi plutôt pas mal, c'est ça. Bon, bah, voilà, il essaie d'injecter les drivers, mais quand on est vraiment sur le déploiement, bah, en fait, tu viens ici et là, tu as ton environnement, c'est-à-dire que tu veux un CMD, tu veux l'event viewer ou tu as fait une maudite dans la base de registre et tu te rends compte que tu t'es gouré clé ou quoi que ce soit, tu peux toujours regarder ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'avais vu que tu pouvais masquer le Shift F10 si tu Oui. veux te faire copain avec la cyber. Mais tous ces menus, la PowerShell, Command Prompt, Event Viewer, tu peux les masquer aussi une fois que ta séquence elle est prête, elle est validée et puis elle est en prod. Non, bah, tu vois, c'est une très bonne chose. C'est vrai que, alors je pense que en fonction du rôle, parce que là, moi là, je suis avec un rôle admin, mais je Hmm. pense qu'avec, ça Ah pourrait être oui, intéressant. j'ai Parce pas suivi le début, mais tu avais peut-être parlé de rôle, Non, effectivement, il y a non, peut-être des non, rôles. non, j'en ai pas parlé, mais en fait, ici, on est sur une administration airbag. Donc, en fait, si tu veux, on peut déterminer qui peut faire quoi, en fait. Tu vois? Mhm. Moi, je suis admin de la solution, donc je l'ai fait avec le full admin. Mais je pense qu'on doit être en mesure de déterminer des rôles. Mais après, ce qu'il faudrait que je leur demande, c'est bah, potentiellement euh, que ces points-là. Ah, bah, ma machine, elle a redémarré. Mais oui, Mhm. que l'event viewer, là, ne soit activé que dans certains cas ou qu'en fonction d'un certain rôle. Mhm. Ok, merci.
Et j'ai encore une question, mais après j'arrête, je vais laisser les autres poser. Quand Non, tu mais as pas fait de la souci. démo sur la partie applicative, là où tu mettais ton script, où tu disais je vais télécharger VLC, machin, etc. Ouais. Tu choisissais à la version près ou tu prenais la dernière version disponible? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est téléchargé à travers, c'est du Winget ou un truc comme ça pour les récupérer? Non, c'est du bits transfert. Ok. Donc tu vas les récupérer directement sur le site d'éditeur, mais quand là, ton generate app content, Ouais. il va pas faire un winget machin chose pour Non. récupérer les sources. Il va plutôt chercher directement. Oui, oui, oui. Regarde. Si on va jusqu'en bas, une appli. Hop, Mozilla, tu regardes. Download page. Ok. Mais ça, du coup, bah, donc tu disais c'est Gary Block qui les a mis. Mais sinon, si toi tu dois le faire, enfin, supposons que je prenne une autre. C'est à toi de déterminer où sont stockés les download pages, etc. Enfin tous les. Exactement. Ok. Exactement. Mais après, j'ai envie de dire, c'est aussi ce que, enfin, on pourrait très bien récupérer les sources avec un winget save ou un wget classique, quoi. Voilà. Mhm. Ok. Ouais, je posais la question parce que je vois la Silent Installation Command. C'est pareil, si t'es bon en enfin, si t'as vaguement du connaissance en packaging, ça va. Bon, sur le MSI exec, ça va. Mais je sais pas, des fois, il y a des setups ou des trucs avec des paramètres super chiants à trouver. Oui, oui, bah, c'est ce qu'il y a de plus Il, dur, en f- il fait, hein. f- il faut, ouais, voilà, il faut avoir un peu de background quand même là-dessus, quoi. Ok. Oui, oui, oui. Ouais, Non, mais c'est sûr, il y a un peu de background à avoir et je pense que une fois que tu as bataillé, alors l'avantage, c'est que Gary Block a fait sur son dépôt. euh, Attends, GitHub, Gary Block déployé. Il a fait une version. euh, Alors attends, c'est où? Il a une ressource. Enfin, il a fait énormément de choses. Je sais plus si c'est server script. Voilà. Si vous avez par exemple un serveur MDT, en fait, qu'est-ce qu'il vient faire lui? Eh ben, il vient. Oh putain, il l'a enlevé. En fait, il vient utiliser. Ok. Bon, bah c'est pas pas grave. grave. Voilà, c'est pour ça. Too many requests. Ok. Alors, c'est qu'il n'y a pas que moi qui l'utilise. Euh, mais en fait, si tu veux, il vient avec ton get MDT application. Je sais pas si tu te souviens. Ça te permettait de récupérer un objet PowerShell avec la source et les commandes. Et en fait, lui, il exporte tout ça, il les récupère. Donc, je pense qu'il fait ça dans un répertoire distinct. Et après, il se connecte à Deploy R, il récupère les paramètres et il les réinjecte dans ton deploy R automatiquement. Ça fait que pour migrer un MDT vers deploy R, enfin, entre guillemets, ce serait assez easy au niveau applicatif. Donc, si le travail a déjà été fait, c'est plutôt pas mal. Ok. Merci. De rien. C'était super. Merci Frédéric. Non, personne d'autre? Bon, C'est que ça a été plutôt clair alors. ouais, bah, après, je sais pas, j'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà, hop là, j'ai ma machine qui se prépare tranquillement. Bon, eh ben, écoutez, je pense qu'on va mettre fin. Merci Frédéric, merci à toi, merci à tous d'être là. Et Et puis, la session sera, je mettrai le lien sur YouTube, sur ça le chat marche. ici et sur LinkedIn Pas de dans souci. l'après-midi. Ouais. Et puis, bah, à la prochaine pour la séance sur la community. Merci Jérôme à toi et merci à tous d'être venus. Merci. Bonne journée, bon Bonne journée à appétit. tous. Au revoir.